8h, 11h, prenons l'air avec Pascal Labois. Et pour cette seconde heure, on va vraiment prendre l'air et respirer également avec un monsieur qui était avec nous. Il s'appelle Maxime Glodon. Vous l'avez peut-être vu en reportage, c'était l'année dernière, dans une émission dans Fondoc, voilà. Et on salue, j'ai oublié William Zebina, que peut-être à l'écoute, que je salue également, qui nous avait présenté ce monsieur Maxime Glodon. Alors c'est on va dire un passionné de la nature et des techniques de survie. Régulièrement, figurez-vous qu'il va bivouaquer sur le littoral avec le strict minimum. Maxime Glodon va vous initier également à dormir à la belle étoile, par exemple, en cas de séisme, en cas de crise, en cas oui, il faut toujours, il y a des petites techniques, des petites choses à savoir. Et puis on va revenir aussi sur le kit de survie. On en a parlé ensemble parce que il connaît très bien cela aussi, le fait de justement pratiquer très souvent le bivouac. Merci d'être avec nous, Maxime Glodon. Merci à vous. Et merci puis, Pascal. Et on va aussi parler d'une association que vous connaissez bien, qui s'appelle Résilience. On va faire un point complet sur cette association. On va y arriver. Bon week-end, prudence si vous êtes sur la route. On revient ensemble après Kassav. Souri ban moins les moins découragés. En s'éclair chagrin, qu'à fond ciel tête moins, mais l'âge arrivé, faudrait moins partir. Pas désespéré, pas découragé. Si vous plairez ou ça, j'ai moins peut même racher. Ça des fois plus raide, gardez bateau qui mène moins. L'autre côté l'homme est là, en t'es qu'un bleu ou des petits mots, tout reste, quand j'en pas ni pièces famille, pas même ni pontier, ou m'en peut prier, même moins qu'à tiembe, passe moins qu'à songer, qui dans yon des jours, moins que des buées, il pas ni la lune, il pas ni étoile, et ça qui plie, le soleil pas qu'à clairer, même moins ça vous là, l'heure qu'elle est vini, vous serrez ou encore, vous serrez plus fort. La 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 la. Serrez plus fort.
9h, 10h, Pascal Laboie, Albéric Marcelin, prend Douvent avant Douvent prend. Albéric, que je salue, qui sera très prochainement de retour pour nous parler prévention, parce qu'on change un petit peu le concept de l'émission. Et on a aujourd'hui comme invité Maxime Glodon, voilà, qui représente tout d'abord l'association Résilience. Alors, Monsieur Glodon, parlons justement de cette association et présentez-la. Tout à fait. Cette association qui n'est même pas encore réellement déclarée, mais qui existe depuis des années de fait, que je représente aujourd'hui, en fait, elle a deux grands axes en fait, de travail. Elle veut avant tout travailler sur des actions de prévention. C'est le thème de notre émission aujourd'hui en matière de risques majeurs. Mais également pour l'autonomie, notamment l'autonomie alimentaire, les deux étant liés ici en Martinique. Alors pourquoi vous êtes là ? Parce que tout d'abord, je veux juste rappeler à nos auditeurs que vous êtes quelqu'un justement d'une part passionné de nature, d'autre part régulièrement vous bivouaquez, j'ai envie de dire vous entraînez. Oui, c'est ça un peu. Oui. Hein. Donc vous connaissez bien ce qu'il faut avoir, comment il faut faire. Voilà, et c'est pour ça. Je vais essayer d'expliquer aux auditeurs de Martinique Première comment en fait on en est arrivé là, hein, puisque on va essayer de faire un historique qui permettra de bien comprendre les motivations et comment dire, les compétences qui ont été nécessaires pour pouvoir développer un tel projet. Bon, je disais que l'association veut promouvoir la prévention, mais de façon très concrète. Hein. On estime qu'aujourd'hui, les directives du gouvernement en matière de prévention ne sont pas très bien suivies, notamment la confection pour chacun des membres de la famille en zone à risque telle que la zone Antilles est, comme tout le monde sait, mais comme tout le monde ne fait pas, la constitution d'un sac d'évacuation pour chacun, hein, qui a deux rôles, de préserver le patrimoine des papiers importants de chacun, hein, d'avoir une copie numérique notamment de ces papiers, puisqu'on ne sait pas, sans parler même de catastrophe, un accident domestique peut intervenir à tout moment. Hein, on est au travail, il y a un incendie chez soi, il y a un gros dégât des eaux du voisin au-dessus, et il y a possibilité de perdre une bonne partie de ces éléments importants. Donc, alors le mieux à faire aujourd'hui, M. Glodon, pour ces papiers, c'est sur une, je sais pas, en informatique, on a mais tout le monde n'a pas encore. Tout le monde aujourd'hui a un téléphone portable qui ne sert pas qu'à téléphoner. Et il y a des applications gratuites qui permettent de numériser ces papiers, hein, d'en faire des documents de plusieurs pages. Et une fois numérisé, il faut prendre le temps de le faire. Ces papiers de santé, ces titres de propriété, si on est propriétaire. Les cartes d'identité, les assurances, même les photos personnelles, les vidéos personnelles, on en a tous et c'est risqué de perdre tous ces éléments. Voilà, on est au travail, la logique voudrait qu'on ait copie de ces documents dans le sac qui reste dans le véhicule, toujours à proximité de là où on est, hein, puisque ces aléas peuvent intervenir à n'importe quel moment, hein, par définition. Hein. Donc l'idée, c'est d'avoir ces éléments et ce sac dont la deuxième fonction sera de pouvoir rejoindre un refuge en un temps réduit. On dit sac 72 heures, mais bon, c'est plus un slogan, en 2-3 jours, donc ça supposera d'ailleurs passer une ou deux nuits dehors. C'est souvent on va y venir. Voilà ce que on oublie de dire aux gens quand on parle de ces kits. Hein. Souvent, on leur parle de kits qui restent dans un coin de la maison, près de la porte d'entrée, etc. Bon, je pense qu'il faut essayer de sortir de ce cliché. Hein. Le sac, il doit toujours être à portée de main. Et on parle même de deux sacs. Hein. Le sac à main de madame doit contenir certains éléments importants, hein,
pour se signaler. Madame traverse un gué, la voiture est retournée, etc. Si elle veut appeler au secours, si elle veut couper sa ceinture, si elle veut briser la vitre, si elle veut dissuader une agression, il faut qu'elle ait des choses à proximité immédiate, une lampe frontale, quelque chose comme ça, un sifflet dans son sac à main, alors que le sac d'évacuation lui-même reste dans le coffre de la voiture. On l'utilise, comme j'ai voulu le montrer avec William début décembre dans la rubrique Fondoc. On a fait ces 3 minutes sur la plage. Je voulais en fait montrer le côté ludique du sac, comment on peut l'utiliser en week-end, en vacances, en camping, parce que on a toujours ces éléments pour se changer, d'hygiène, la trousse de secours, à boire, à manger, en fait répondre aux besoins de base, aux besoins physiologiques dans ce sac qui reste dans sa voiture, mais en cas d'urgence, en cas de catastrophe, on a aussi tous ces éléments qui permettent de répondre à ces mêmes besoins pour rejoindre un refuge. Et c'est sur ce concept de refuge que nous, Association Résilience, on va travailler. C'est notre travail de fond. On va en parler dans un second temps, mais c'est vraiment le travail de fond. Aujourd'hui, en Martinique et même ailleurs dans la Caraïbe, à ma connaissance, il n'existe pas de véritable refuge qui soit choisi, dont le site soit choisi pour être sécuritaire, pour éviter les suraccidents. Et qui soit équipé derrière pour prodiguer les premiers soins, pour donner le gîte et le couvert dans des conditions de sécurité. Et quand on parle de sécurité, il faut aussi penser sûreté, c'est-à-dire sécurité des personnes et des biens face aux agressions. Parce qu'en situation dégradée, on se retrouve vite confronté à ce problème majeur, que ces refuges soient des îlots de sûreté. Quand les forces de l'ordre, elles, sont souvent impactées elles-mêmes ou débordées par les événements. Donc c'est déjà, puisqu'on travaille aujourd'hui à l'élaboration du premier exemple de ces refuges. Donc aujourd'hui, on peut dire ça n'existe pas en Martinique. Non. On n'a pas de refuge. Aujourd'hui, malheureusement, il y a eu un recensement qui a été fait par les autorités de sites potentiellement intéressants à proximité de son domicile, à rejoindre une école construite récemment, un gymnase, une salle des fêtes, des lieux pouvant potentiellement accueillir le public parce qu'ils ont été construits avec des normes parasismiques. Mais malheureusement, qui dit parasismique ne dit pas forcément être en capacité de recevoir le public après la première secousse, le premier gros aléa. Il faut bien distinguer les choses. Ça demande des constructions particulières. Tout à fait, mais même si la construction est récente et faite dans ces normes parasismiques, ça ne veut pas dire qu'elle peut, après le premier choc, continuer à pouvoir recevoir du public. Bon, d'une part. Et d'autre part, aucun de ces lieux recensés n'est équipé. Ni pour dormir, ni pour les soins, ni pour en stock d'eau potable, etc. Puisqu'on suppose que dans ces conditions, les réseaux seront coupés. Donc les voies de circulation des ambulances vers le CHU, on sait qu'il y a ça sera compliqué, très compliqué. Il faut concevoir le refuge pour qu'il soit d'emblée autonome, puisqu'en matière de risque, on réfléchit toujours en considérant le pire. Que les secours extérieurs ne puissent notamment pas accéder à l'île dans un temps raisonnable, supposant que... Mais c'est malheureusement comme ça que ça se passe. Partout où on l'a vu, il y a un minimum 3 jours à peu près. Beaucoup plus. Imaginez qu'un navire hôpital ou un porte-hélicoptère doivent sortir, par exemple, du sud de la France pour arriver ici. Il mettra au moins 15 jours. Et il mettra plusieurs jours avant pour être opérationnel pour partir. Est-ce que vous voyez ? Oui, donc il faut compter entre 15 jours et 3 semaines avant qu'il arrive ici. En imaginant le pire, c'est-à-dire que notre piste d'atterrissage ou notre pont soit impraticable, la liaison avec ces secours va être très problématique. Ça va être des barges, ça va être des lâchers dans les zones les plus impactées, mais les zones de campagne, etc., risquent d'avoir...
recours à ces secours peut-être au bout d'1 mois ou 2 mois. D'où l'importance de ces refuges. D'où l'importance de prévoir en amont, équipés, voilà, exactement, et des zones où potentiellement les blessés les plus graves puissent être héliportés vers ces navires hôpitaux, vers ces ponts hélicoptères, donc qui soient conçus, choisis pour. Voilà, donc c'est quand même une problématique globale, grave, hein, qu'on voudrait en tant qu'association soulever ici, qu'on a déjà commencé en fait à soulever depuis un moment, puisqu'on a eu la chance d'être invité au premier séminaire sur les risques qui a eu lieu dans les DOM. Là, c'est la Martinique qui a été choisie. Et ça s'est passé sous le cadre du parc floral, fin octobre dernier, donc c'est tout récent. Hein, et un travail a été commencé ensuite. Tous les DOM étaient invités. Hein, il y avait la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane. Albéric est avec vous aussi. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, on profite pour le saluer aujourd'hui. Je l'ai revu d'ailleurs à la première réunion post-séminaire qui s'est tenue en mairie du Lamentin il y a quelques semaines. Et avec l'Université populaire de la prévention, je pense qu'on peut avoir une collaboration intéressante sur des axes différents. Hein. Nous, on essaie d'être très concret, vu notre parcours, mon parcours. Je vais essayer d'expliquer aux auditeurs la genèse de cette volonté. Et comment perçoivent les autorités comment ils perçoivent tout ça? Je suppose qu'il y a quand même une réflexion qui est faite. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on prépare justement, des courriers à destination de Monsieur Letchimy et du préfet, de façon à pouvoir initier une collaboration. Bon, c'est vrai que le séminaire a pu nous permettre d'avoir contact avec certains hauts responsables. Hein, je pense au lieutenant-colonel Nisley, qui est responsable de la sécurité civile au niveau de la zone Antilles, qui nous a accueillis dans son centre opérationnel de zone dans l'enceinte de la préfecture, le second jour du séminaire. Je pense aussi aux responsables locaux à la CTM de ce volet risque majeur, notamment Monsieur Odona, avec qui on a pu avoir en contact également. Mais on a également visité la mairie du Lamentin, qui nous a accueillis, je vous dis, récemment pour la première réunion post-séminaire, qui, eux, ont fait un travail considérable, sont vraiment cités en exemple, et les autres DOM étaient très, très étonnés du travail effectué en matière de préparation. Les 15 quartiers du Lamentin, en fait, sont équipés de façon à pouvoir communiquer hors réseau classique, hein, avec un centre de crise qui est au service technique, qu'ils ont organisé vraiment de façon remarquable pour faire face aux risques qu'il prévoit spécifiques à la plaine du Lamentin en matière de submersion, d'inondation, voilà, des choses quand même qui concernent le profil de la commune. Il y a eu des choses au niveau des communes qui ont avancé. Hein. On le disait en préparant cette émission, le travail qui a été fait aussi dans cette émission avec Albéric, qui a pris du temps, où on nous a souvent dit « Oui, mais vous répétez les mêmes choses, laissez-nous, ça n'arrivera pas. » Justement, c'est en répétant les choses et en répétant les choses que ça rentre, hein, c'est ce qu'on dit. Mais le problème de fond reste la population elle-même. Oui. Et par rapport à ça, les communes ont mis des choses en place. Et ça, c'est bien. Déjà, il y a eu une avancée. Tout à fait. Il y a eu une avancée. Mais en dehors du Lamentin et à peine quelques autres, il y a encore du travail. Quand moi, puisqu'on va parler de moi, j'ai réalisé mon mémoire infirmier sur les risques majeurs. Ça date de 2018, 2019.
comment dire, dans le travail préliminaire que j'ai fait, bon, il n'y avait pas grand monde qui avait avancé. La loi, en fait, donne des directives aux communes. Bon, ils ont certaines obligations. Il y a des plans communaux de sauvegarde. Oui, il y a des choses sur le papier qui ont été faites. Mais concrètement, le lien avec la population dans les quartiers pour développer cette fameuse culture du risque dont on parle tant, voilà. On est encore très 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 loin. Hein. Là, c'est à la population elle-même, comme nous, association, désirons en tant que privé, en fait, initier un mouvement de façon peut-être à terme à lier un partenariat avec le public. Puisqu'en fait, on a la chance d'avoir certains terrains qui répondent aux caractéristiques naturelles d'être de potentiels refuges, quand on consulte le plan de prévention des risques, et de surface intéressante. Donc voilà, on a aussi la volonté de faire. Voilà. Mais on va revenir dans un instant. Maxime Glodon, il est notre invité. Aujourd'hui, on parle de l'association Résilience. On va revenir sur pas mal de choses. Comment également survivre dans la nature avec peu de choses. Restez avec nous et vous pourrez intervenir là aussi au standard en 63 23 23 si vous le souhaitez. C'est Martinique, la première que vous écoutez. On revient dans un instant. Dit que t'avais du temps, que sans moi tu pouvais aller nulle part. Mais je crois qu'au final tu mentais. Évidemment je t'écoute. Je peux pas faire semblant de nier les faits, en vrai je suis dedans. Quand j'entends ta voix j'avoue je fonds. C'est peut-être ça le problème. Juste un SMS, sans lui j'ai essayé. Bébé je veux juste réessayer. Sans toi, j'ai essayé. C'est toi d'abord. Avec moi, fais doucement d'accord. On n'était pas d'accord. Toi, tu veux pas assumer tes torts. C'est tous les jours, BTB. Tu fais semblant de m'ignorer. Mais moi, je voulais pas tout ça. Tout ça. C'est tout pour rien. Je veux tout savoir de pas faire semblant de nier les faits, en vrai je suis dedans. Quand j'entends ta voix j'avoue je fonds. C'est peut-être ça le problème. Juste un SMS, sans lui j'ai essayé. Bébé je veux juste réessayer. Sans toi j'ai essayé. C'est toi d'abord. Avec moi fais doucement d'accord. On n'était pas d'accord. Toi tu veux pas assumer tes torts. Juste un SMS, sans lui j'ai essayé. Bébé je veux juste réessayer. Sans toi j'ai essayé. C'est toi d'abord. Fais doucement d'abord. Fais doucement d'abord. Que tu peux jamais assumer tes torts. Toi d'abord. Fais doucement d'abord. Fais doucement d'abord. Que tu peux jamais assumer tes torts. Prenons l'air sur la première. Et on parle aujourd'hui de notre invité Maxime Glodon. On parle de l'association Résilience. Enfin, pour ceux qui prennent peut-être l'émission en cours, Maxime Glodon, eh bien, c'est un passionné de la nature, des techniques de survie également, plus que lui, son plaisir, il y en a c'est le vélo, il y en a c'est le foot. Lui, j'ai envie de dire, son plaisir, c'est de bivouaquer sur le littoral avec un strict minimum. Autant vous dire que, Monsieur Glodon, vous êtes prêt, vous, en cas de risque majeur. Oui, mais on peut être prêt et décédé. Oui.
oui, malheureusement. Malheureusement. Oui, Et oui. là, si on est décédé, effectivement, bon, bah là, C'est ce qu'on aura fait avant qui importe. c'est sûr. Voilà, c'est toujours ça. Alors, on a Olivier, je crois, qui est avec nous par téléphone, qui souhaitait intervenir également dans cette émission. Olivier, bienvenue sur Martinique la première, et on vous écoute, et Monsieur Glodon également. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Monsieur Goudon aussi. Alors, c'est vrai que je suis un professionnel, un petit peu des bâtiments, des maisons. Il y a quelques années, on a voulu développer carrément des maisons bunker, des abris de survie en béton et autres. Donc, on travaille plutôt dans l'opérationnel. Donc, on voudrait proposer à la population des solutions autonomes, parce que on a cette réflexion, et je discute beaucoup avec mes clients, je me dis, si un ouragan arrive, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on ne peut pas utiliser la voiture parce que la route est bouchée, il y a 450 ponts en Martinique. Vous avez la toiture du voisin qui vient se fracasser sur vous, ou bien vous avez plein de choses qui se baladent à 370 km/h. C'est ce qu'on a eu à Saint-Martin, on peut l'avoir ici aussi. Et donc, moi, j'ai envie de proposer une solution complètement autonome. Alors, c'est vrai que vous parliez effectivement, c'est bien d'avoir des zones De survie, de repli. de repli. Voilà, des zones de repli. Et c'est vrai qu'on ne peut pas toujours se déplacer. C'est-à-dire que même si les gens veulent aller atteindre un lieu, des fois c'est la route qui est coupée, C'est ça. il n'y a pas de voiture, ils n'ont rien. Je dis aux gens, qu'est-ce que vous faites? Même si vous avez une maison en béton, la toiture s'en va, qu'est-ce que vous faites? Donc les gens ne savent pas répondre, ils se disent, mais effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas une bâche que vous allez mettre sur la maison. Et puis, pendant l'ouragan, il y a des choses assez lourdes qui se baladent. Donc, nous, on s'est dit, effectivement, pourquoi ne pas effectivement mettre un abri de survie très résistant, qui peut résister à plus de 350 km/h, donc quelque chose d'assez performant, Oui. qui peut être utilisé comme un bungalow, comme une pièce à part entière. Et on a deux produits, on essaie de développer un produit, donc 13 abris de survie qui fait pratiquement 18 tonnes, quelque chose qui pourrait se mettre dans un coin de la maison, qui pourrait attendre les secours, avoir de l'eau, mettre les papiers, quelque chose d'autonome, quelque chose qui fabrique de l'eau. Oui, monsieur Olivier, attendez, enfin, notre souci premier, ça reste quand même la population générale. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que cette population, déjà, pour constituer un sac d'évacuation qui représente déjà un certain budget, sans aide, aura soit du mal, soit l'impossibilité de le faire. C'est vrai aussi. J'y viens, c'est justement ça sur quoi on travaille. Voilà. On a aujourd'hui un sac de survie peut être constitué de façon très simple. Il suffit on n'est pas obligé d'acheter un sac de survie forcément. Il y a des éléments peu aider la population. De toute façon, nous, on n'est pas du tout dans l'idée d'acheter un sac de survie. Comprenons-nous bien. Voilà. Pour que chacun puisse se mettre dans la disposition psychologique de subir un jour un aléa, il faut qu'il constitue son sac lui-même, qu'il acquiert séparément les éléments pour assembler un sac qui soit le reflet de ses besoins personnels, puisque les besoins du vieillard ou de l'enfant, de la femme ou de monsieur sont différents, parfois très différents. Parfois, il y a des maladies chroniques, des affections particulières, diabète, hypertension, le double de ses lunettes de vue, etc. Tous ces éléments doivent être intégrés au sac d'emblée. Ce n'est pas à la dernière minute, dans la panique, qu'on va pouvoir assembler tout ça. Ça prend des semaines, sinon des mois. De faire un sac correct, à réviser d'ailleurs, parce que souvent on se rend compte que même avec les bons conseils, au départ, on dérive vite et on alourdit un sac qui ne doit pas déplacer un certain poids, puisqu'on sera dans ces conditions fatigué, on sera peut-être blessé. Le sac ne doit pas dépasser un cinquième du poids de la personne. Alors, voilà. Olivier, moi Olivier, je comprends ce que vous dites. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que, je parle de villas de personnes qui peuvent devenir des points de refuge aussi pour d'autres personnes. Donc ça aussi, il ne faut pas le négliger. Tout à fait. Je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est pour ça qu'on a pensé au projet refuge. Vous avez bien.
Mais moi, je travaille beaucoup sur celui qui peut, qui a effectivement beaucoup de personnes dans des villas en Martinique, hein, c'est pas peut-être la majorité, je sais pas, mais ce que je veux dire par là, si déjà on peut sauver des gens grâce à ça, ils ont une villa, ils ont un bout de terrain qui peuvent peut-être recueillir d'autres personnes, je trouve que c'est déjà bien. C'est l'idée générale. C'est une première. Moi, je trouve que c'est une première idée intéressante, effectivement, C'est l'idée Olivier. générale, Donc, c'est comment on va appeler ça, ces zones de repli, c'est se mettre sur un terrain. Il n'y a pas, il y a pas de. Voilà, je vous donne un exemple. Oui. Beaucoup de personnes en Martinique, quand ils construisent, ils ont leur maison, ils veulent aujourd'hui arrondir leur fin de mois. Ils ont souvent des bungalows qu'ils veulent faire, qu'ils veulent louer et tout ça. Je dis aux gens, pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups? Mettez une sorte de bungalow de jardin de survie que vous pouvez louer, et en même temps, ça vous sert de refuge, de repli. Si votre voiture est partie, il y a des choses qui sont parties. C'est pertinent. Vous pouvez vous réfugier, effectivement. L'idée est intéressante, effectivement. Voilà. Et il y a plein de choses importantes. Hein. Je regarde, par exemple, je prends l'exemple. Moi, je suis quelqu'un, dans mon sac, j'ai pas mal de choses de survie, des lampes, même de l'eau, on n'y pense pas, des réservoirs d'eau que j'intègre à mon sac. Et j'ai aussi une sorte de petite ACB, mais de radio amateur, qui est dans mon corps, qui est carrément dans mon cartable. Pourquoi? Parce que si demain matin, il y a un tremblement de terre ou bien il y a quelque chose, vous vous retrouvez dans un fossé, vous ne pouvez pas bouger, vous avez de l'eau, vous pouvez communiquer parce qu'il n'y a plus de réseau. Quand le cyclone David est passé sur la Dominique, il y a longtemps déjà, c'est grâce à un tel appareil privé d'un radio amateur que le Premier ministre de la Dominique a pu appeler les secours internationaux. Et on les salue, nos amis. C'est 300 €. C'est pas quelque chose qui coûte 200 €, 300 €. Il y a des choses accessibles. Tout à fait. L'appareil de base, c'est 30-40 €, effectivement. Voilà. Même pas. Exact. Merci beaucoup. Olivier, il n'y a pas de problème. Avant de se quitter, Olivier, il y a un site internet peut-être que vous pouvez nous donner, qu'on puisse aller voir. Oui, effectivement, j'ai un site qui montre ses habitudes au vie. Donc, c'est sur un site, je ne vais pas faire trop de pub, mais enfin, c'est ecokai.fr. Et ben voilà. Et à ce moment-là, vous qui s'écrit E-C-O-K-A-Y. D'accord. E-C-O-K-A-Y.fr. Donc, on a plusieurs types d'habitudes au vie. C'est une question qui est très importante pour moi. Comment sauver des vies sans prétention, mais aider les gens à au lendemain d'un ouragan pour pouvoir résister. Quoi. Et il peut peut-être, alors ça c'est moi qui le dis, c'est pas un engagement, mais à force de travail, peut-être avoir avec les élus des subventions, ou je sais pas. Alors justement, pourquoi pas? C'est une question, on parlait de ça pour les ménages, pour les gens qui ont moins d'argent, et moins de revenus. Le gouvernement, on a été contacté par le gouvernement qui veut donner des primes pour ces fameuses habitudes au vie pour que monsieur tout le monde puisse accéder à ce type de produit parce qu'il a un coût. Il a un coût. Mais 80% du prix peut être fait ensemble, un petit peu comme les gens qui achètent la récupération d'eau. Par rapport au revenu fiscal, il y a des primes avec la CTM, en liaison avec la CTM. Bon, c'est pas encore fait. Olivier, aider. Je vous remercie. On va essayer d'élargir la problématique au tout public. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, la réflexion quand même essaie d'englober le public le plus large. Donc c'est vrai que ça passe par ce type de solution, mais quand on réfléchit bien, comme je le disais tout à l'heure, en conditions très dégradées et durables, puisqu'on envisage toujours le pire. 2-3 semaines, c'est pas rien. Vous avez déjà tous les croches syndromes, c'est-à-dire les gens qui ont des membres écrasés, etc., qui seront morts dans la première journée, sinon dans les premières heures, voire minutes. Vous avez, un personnel de soignants qui n'est pas forcément formé à la prise en charge de telles victimes dans la rue.
formés avec du matériel hospitalier, certes, mais ils n'auront pas forcément à leur disposition, vu l'impossibilité de circuler et vu le fait que la formation n'est pas dirigée aujourd'hui, je suis bien placé pour le savoir, vers les risques majeurs ici. Voilà, il y a un travail important dans toutes ces directions à faire pour l'accueil, pour la prise en soin des gens, pour le tri des victimes. Et derrière, on se retrouve dans des conditions de sécurité précaires. Ça s'est vérifié sur les sites de toutes les catastrophes. Ça s'est vérifié en Haïti en janvier de 2010. Il y a des problématiques en matière de pillage, de viol, de bandes, le particulier va se retrouver dans des conditions, dans ces conditions-là, dans ces conditions difficiles. Donc la volonté d'avoir des safe rooms, d'avoir des petits bunkers peut être intéressante, mais il faut réfléchir globalement. Est-ce que même avec ces éléments-là, même si on aurait la capacité financière, même aider publiquement d'acquérir ces éléments, est-ce que le château global va encore tenir? Est-ce qu'on va répondre aux besoins de base, aux besoins physiologiques pendant les plusieurs semaines avant que les gros secours puissent arriver en imaginant le pire? Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis qu'ils sont autonomes et qu'on peut faire. Aujourd'hui, on a des machines qui fabriquent de l'eau potable parce qu'on n'a plus de réseau, plus d'électricité. On a l'électricité solaire crocodile. Donc, il y a mais Olivier, là, ces éléments, restons raisonnables, sont quand même. Disons que c'est une pierre comme elle c'est un complément. Tout à fait. Voilà. Mais si ça peut sauver quelques personnes et surtout que ça devienne des poches de survie, et c'est ce que je veux faire dans mon quartier, par exemple. Si demain matin, moi j'ai une maison un peu spéciale, si demain matin, il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus de toit, je peux être aussi un endroit de refuge, je peux recevoir des voisins. Mais il y a tout de suite une question de capacité qui va se poser, oui, tout à fait. Voilà, bien sûr, mais c'est déjà un minimum, c'est déjà quelque chose. C'est déjà effectivement un minimum, Olivier. Rappelez-nous, parce que j'ai essayé Ecokai, et j'ai pas... c'est ECOCA. ECOKAY.fr. Ah oui, c'est K-A-Y, Eco, voilà, ECOK. Voilà, ok. Ça fait déjà 10 ans qu'on travaille dessus. D'accord. Comme à peu près l'existence de cette émission. Donc, avançons. Depuis Irma, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui va résister vraiment? C'est ça. C'est pas évident, hein? Non, voilà. En tout cas, Olivier, merci de votre intervention et de votre travail également, de votre côté. À très vite sur Martinique la Première, Olivier. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc voilà. Oui, il y a d'autres entrepreneurs martiniquais qui travaillent dans ce cadre. Je pense notamment, j'ai oublié son nom, à celui qui a conçu le mobilier. Voilà. J'avais reçu également, j'ai oublié le nom, mais je sais qu'il nous écoute. Oui. C'est un autre souci, parce que lui, il avait déposé le brevet. Il avait été voir les autorités. Et jusqu'à présent, il est toujours avec son lit. Ce n'est pas qu'un lit, je pense que c'est il y avait tout un concept, une armoire. Voilà. Donc effectivement, pour le premier choc, pour sauver des gens pendant l'aléa, il y a les réflexes, mais il y a également cet aspect du mobilier qui est très important. S'il pouvait être développé, ce serait extraordinaire. Mais ensemble, voilà. Nous résilients, on essaie de travailler effectivement. Et même Olivier qui nous a appelé, je trouvais que il y a peut-être moyen ensemble. Oui, tout à fait. Ça tout de suite, on va se hanter à la problématique des moyens financiers. Voilà. Maintenant, qui veut construire un projet qui vise l'autonomie en matière d'eau, l'autonomie énergétique, l'autonomie en matière de communication, etc., peut démarrer avec les moyens qu'il a pour essayer de faire la démonstration que son projet va tenir la route.
c'est notre démarche C'est la aujourd'hui. démarche. Voilà, puisque bon, on a ces contacts publics qui patinent un peu, mais on n'a pas arrêté pour autant, de travailler, tenter de travailler sur les différents axes. Allez, on va prendre un dernier appel parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire avant la fin de cette émission. Priska est avec nous. Bonjour Priska. Bonjour, messieurs. Bonjour, bienvenue sur Martinique. La première, on vous écoute bonjour. et monsieur Glondoron également. Merci infiniment. Et bonjour au peuple martiniquais. L'autre jour, je pense que je m'adresse aux mêmes personnes, enfin, monsieur Marcelin. Oui, Albéric, il nous écoute aussi. Hein. Il va revenir dans cette émission, mais il nous écoute, ne vous inquiétez pas. Bon, je lui avais posé la question, si vous me permettez. Je vous en prie. Merci. De vous poser la même question. J'avais parlé de l'Observatoire du monde des cadets. Et quelques jours après, j'ai vu à la télévision qu'un certain couple des gens, je veux dire, des gens de Fontaine, des agriculteurs étaient en train de nettoyer l'observatoire. Il y avait beaucoup d'arbres autour. C'était pas entretenu. Il y a une directrice. Qu'en est-il? Est-ce que l'on a déjà pensé aux circulations si le volcan explose ou alors risque de menacer d'exploser? Oui, vous avez raison de poser la question, puisqu'en fait, il y a une communication officielle du préfet qui, me semble, date de décembre 2020, pour alerter donc la population sur un réveil, un réveil de notre grande dame, en fait, qui datait d'avril 2019. C'était bien intérieur, des premiers signes de réveil, donc on a le droit effectivement d'être inquiet, on a le droit de penser, à toute la problématique éruptive qui fait que la Martinique est connue dans le monde entier. Voilà. Et sur ce côté-là, ça avance un petit peu, justement, ce que nous disait Priska sur le monde des cadets. Mais il y a un nouvel observatoire qui a été construit. L'ancien, en fait, n'est plus actif. Je pense que monsieur parle plus de l'ancien. L'ancien. Ah, oui, si vous me permettez. Cet observatoire, comme je suis de la région, est très, très mal placé. Ouais. L'éruption volcanique de 1902 était arrivée à Lens, près c'était arrivé juste dans la coulée qui est juste après où il y a la vallée des papillons. Oui, très bien. L'observatoire, là où c'est là, l'ancien, c'est sous les ailes du volcan. Mais monsieur, vous avez parfaitement raison, puisqu'il y a une étude scientifique assez récente qui a été faite sur une future éruption de la montagne, qui a été résumée dans un document public de 5 pages, très, très dense, qui compare en fait le ressenti des populations des communes autour de la montagne avec différents scénarios éruptifs et qui soulève le fait que l'éruption de 1902, en fait, ils considèrent que c'est une petite éruption et que potentiellement, c'est tout le nord de l'île jusqu'à une ligne passant par la presqu'île de la Caravelle et Fort-de-France qui peuvent être concernés par une future éruption. Donc, bien au-delà des communes directement limitrophes, même si l'impact serait de moins en moins important avec la distance. Donc, vous avez tout à fait raison de soulever cette problématique, qui est une problématique très importante parce qu'en fait, avec les autres types de risques qui sont liés au relief du nord de l'île, c'est-à-dire les risques d'éboulement, de glissement de terrain, d'inondations dans les vallées, quand on pense d'ailleurs que notre centrale électrique de Bellefontaine est au fond de sa petite vallée à proximité immédiate de la mer. Bon voilà, on a quand même des raisons de se faire du souci. Plus d'électricité en Martinique, c'est plus d'eau au robinet et ça devient le chaos du jour au lendemain. Plus d'eau au robinet, les gens ne restent pas chez eux plus de 2 jours. Vous ne pouvez plus faire vos besoins, plus boire, plus cuisiner, laver. Bon, voilà, c'est des besoins fondamentaux.
tout de suite qui sont remis en cause. Les gens ne se rendent pas compte, mais voilà, ils sont extrêmement dépendants d'un système voilà, qui lui-même, face au risque, pose une problématique énorme. Merci, Prisca. On a été un petit peu long, mais merci beaucoup de votre appel. Et puis à très vite. Merci de vous. En tout cas, Prisca, ce que je voulais dire, c'est vous remercier également de vous intéresser à l'émission. Ça, c'est aussi un premier pas. À bientôt. À bientôt, bon week-end. bientôt. Voilà, c'est vrai que déjà d'écouter l'émission, c'est déjà quelque part s'intéresser à ce qui pourrait nous arriver. On a beaucoup de monde. On va peut-être prendre, je crois que c'est Ghislaine, me semble-t-il. Oui. C'est ça, hein, c'est Ghislaine. Oui. Bon, Ghislaine, bienvenue sur Martinique la première. On vous écoute, Ghislaine. Bon, je vous prends pour là. Bonjour. C'est bien Monsieur Marcelin. Bonjour, Ghislaine. Oui. Alors, Monsieur Marcelin... Non, c'est Monsieur Glodon, Maxime Glodon. Mais il travaille de la même manière. Oui. J'avais eu un premier contact avec lui après le cyclone de Saint-Martin. Et je lui avais dit... pourquoi ne pas se réunir, enfin tous les architectes, tout ça, pour adopter un autre mode, toutes les couvertures que nous faisons tôle, et il m'a dit, non, on prévoit. Je vois jusqu'à maintenant, on construit, enfin je parle autant de cyclone que de tremblement de terre. Ouais. On construit des vitres, les mêmes tôles, les petites gouttières, et il n'y a aucun volet roulant pour payer. Ensuite, je voudrais vous dire, vous parlez aussi de type de survie pour les citoyens. Moi, j'ai un kit de survie, j'ai de la nourriture, c'était déjà dépassé, enfin les dates de préemption. Oui. Et bon. Mais votre kit, où est-ce qu'il est, madame? Où est-ce qu'il est, votre kit? J'apporte ma question, mais monsieur, il faut parler d'abord avant de poser une question. Maintenant, je vous dis, les pouvoirs publics qui sont là, ont-ils pensé à faire une route de dégagement entre Sainte-Anne et Fort-de-France pour pouvoir évacuer les gens? Eh bien, c'est là d'abord, avant de dire, parce que le petit là, il a son kit de survie. Vous croyez que ça suffira? Alors, c'est pouvoir public. Oui, mais c'est Ghislaine. Ghislaine, c'est quoi? Ghislaine? Oui, je disais, comme on disait tout à l'heure, on peut avoir aussi le kit de survie dans la voiture, on peut être tout à fait prêt. Ouais. Si ça arrive et qu'on est mort, quoi. On peut pas. Voilà. On est d'accord. Nous, on essaye d'imaginer, voilà, de pouvoir s'en sortir. Des solutions pour les survivants. Pour s'en sortir, quand on est là, qu'on a eu la chance, voilà, après un séisme violent ou autre, être encore vivant et de pouvoir s'en sortir, pouvoir. Public qui ne font rien, une route, c'est ça l'important. Non, on ne peut pas dire qu'ils ne font rien, non. Regardez. La route, c'est la chose la plus essentielle, monsieur, pour dégager. Certes, mais toutes les routes peuvent être impactées, qu'elles soient neuves, qu'elles soient de dégagement, elles sont toutes potentiellement impactables, et pas seulement par les séismes. On sait que le sud, vous avez cité Sainte-Anne, est sujet à des submersions. Voilà, notre monsieur Safache nous en parle depuis longtemps. Il y a un risque qui vient du sud également. Nous avons des volcans sous-marins pas loin qui peuvent entraîner des vagues qui concernent également les zones côtières du sud. Ici en Martinique, sur les 34 communes, je crois qu'il y en a 28 qui sont en littoral. Donc c'est vraiment la majorité de la population qui est concernée par ces risques. Ces communes qui ont été souvent étendues sur des zones, autrefois dévolues à la mer. Donc la nature peut reprendre son domaine, peut reprendre ses droits brutalement. Il faut en être conscient et se préparer par rapport à ça. C'est pas forcément de nouvelles routes qui vont résoudre le problème. C'est que chacun puisse se mettre dans la disposition d'esprit, notamment en préparant ce sac, individuellement, élément par élément, pour être prêt le moment venu à évacuer dans les 5 minutes, voire moins, avec l'essentiel en main pour rejoindre un refuge, quoi.
Voilà, Ghislaine, voilà. D'accord. Merci en tout cas, comme je disais, déjà de nous écouter, c'est prendre conscience. Oui, mais je voulais dire un dernier mot. Ouais. Moi, j'ai connu le gros cyclone en Martinique. J'étais avec mes élèves au lycée. Je vous assure qu'avant de penser à garder sous la table, eh bien, on a couru. Alors, c'est pas le Tout truc à de fait. survie à quoi on va penser. Non, mais Allez, ça- je vous dis au revoir. Oui, Merci, mais madame, merci. c'est bien Mais ça quand même. s'appelle la culture du risque. Oui, voilà. Merci en tout cas de votre appel. On va terminer cette émission avec une personne au standard qui est au bout du fil. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Ah, c'est Bernard. Oui, oui. Ne quitte pas, Bernard. On va vous retrouver dans un instant. On va faire la petite pause. À tout de suite. 8h, 11h, prenons l'air avec Pascal Labois. Et Maxime Glodon, notre invité aujourd'hui, reviendra, hein, Oui. Maxime, je sens, parce qu'on a encore beaucoup de choses à Tout à dire. fait, tout Et à c'est fait. vraiment, Énormément. c'est vraiment un passionné. Donc l'association Résilience et puis Maxime Glodon, on passe, on aura le temps, mais j'aurais voulu qu'on parle également de la survie Ouais. lorsqu'on est seul. Mais sinon, On peut juste donner un petit exemple qui peut parler aux gens. C'est vrai qu'on parle de choses à acquérir, à mettre dans le sac, etc. Mais le sac, il peut être perdu. Il peut être à 50 km de vous, chez vous, alors que vous en avez besoin ici. Il peut être détruit. Hein. Ce que nous, on veut faire passer comme message à Résilience, c'est qu'à chaque élément du sac correspond un savoir-faire, soit universel, comme faire du feu, avec de différentes manières. Ce feu qui permettra, par exemple, de stériliser une eau avant de pouvoir la consommer. Soit un savoir-faire local, comme par exemple, si on est... Un sac de survie, c'est pas un sac de randonnée. On élimine par exemple tout ce qui est élément de cuisson qui va alourdir inutilement le sac. On n'aura pas le temps d'utiliser ces éléments. Voilà. On a des impératifs de taille et de poids à respecter. Donc, si on a besoin dans la nature d'un contenant pour stériliser une eau ou cuire un élément qu'on a pu trouver en route, on va tout simplement utiliser un entre-deux de bambou. Il n'y en a pas en tout autour de nous. Si on a justement dans le sac de quoi couper cet entre-deux, vert, mis directement au feu, il a la capacité de faire bouillir de l'eau et de cuire des aliments sans brûler lui-même. alors on va en reparler. Voilà. C'est vrai qu'on a encore beaucoup à dire. Ouais. Moi, je vous invite la semaine prochaine, hein, si vous voulez, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Je voulais juste qu'on écoute Bernard, voilà, qui a pris aussi la bonne idée de nous appeler. Bernard, très très vite. On a Oui. une minute, Bernard. Alors, je voulais vous dire bonjour et dire bonjour aux auditeurs. Bonjour. Alors, simplement, monsieur, vous remercier de votre présence et à charge pour moi de bien écouter, de retenir l'essentiel des informations, de les mettre en application en cas de besoin. Merci. Et donc, très franchement, je vous remercie. Et effectivement, on a besoin de personnes comme vous pour nous apporter des éléments d'information pour qu'on puisse savoir demain à quoi s'entretenir. Je vous remercie beaucoup. Oui, Bonne journée à vous. bien. Merci Bernard, t'es toujours là? Allô, Bernard? Ah ben il a raccroché, Ouais. c'est pas grave. Voilà, c'est ce que je disais, déjà nous appeler dans cette émission, Ça prouve qu'il y a beaucoup de monde il y a un intérêt, derrière. et puis, est-ce qu'il est possible d'être là la semaine prochaine ou pas, Maxime, pour poursuivre cette émission? Parce que il y a énormément encore à dire. Ce que je voulais qu'on parle Vous m'avez pris au pied levé hier en C'est fin vrai. d'après-midi. C'est vrai, pour ne rien aujourd'hui. cacher aux auditeurs. Mais Effectivement. pourquoi pas pour parler, soit dans une semaine, soit dans un mois. Je suis prêt à venir. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire. Bon, aujourd'hui, j'avais préparé une trame pour expliquer un petit peu le pourquoi de cette démarche, mais je pense que si vous me donnez l'opportunité comme ça de le faire, voilà. Je pense qu'il y a de quoi intéresser le public, l'impliquer. Merci beaucoup. On vous tiendra au courant, hein, amis auditeurs, sur la venue de Maxime Glodon. Il est précisément 10h sur Martinique, la première. Pensez à aller faire un petit tour sur l'association Résilience également. Hein. Il y a un petit Oui, site il y a une où page Facebook. il y a une page Facebook où Voilà. vous avez pas mal Pas mal de choses. d'informations. L'information, elle est là aussi, hein, internationale.